Salut, c'est Florent et donc bienvenue dans ce podcast, vodcast aujourd'hui puisque c'est aussi sur YouTube, tu verras des nouveaux rentiers. J'ai décidé de me remettre à faire aussi sur YouTube parce que on peut illustrer un petit peu mieux les propos. Donc si tu veux me retrouver sur YouTube, tu tapes tout simplement Florent Pontier ou les nouveaux rentiers ou méthode RSR, etc. Tu trouveras ma chaîne YouTube sans souci. Donc bienvenue si tu me découvres sur YouTube et bienvenue aussi sur le podcast des nouveaux rentiers. Alors aujourd'hui on va parler en fait d'un sujet qui passionne pas mal de monde, moi y compris, c'est le rendement en bourse. Le terme peut paraître assez compliqué. Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que je te parle souvent de rendement, mais en fait, tu maîtrises pas forcément cette notion. Et c'est un des trucs les plus importants à comprendre en bourse pour comprendre de quoi on parle en termes de stratégie, etc. Euh, donc c'est vraiment une notion qui est primordiale en bourse aujourd'hui. Du coup, tu t'es peut-être déjà demandé comment certains arrivent à gagner 8%, 10%, 20% par an d'investissement en bourse. C'est pas de la magie noire, c'est pas une combine réservée aux pros de Wall Street, c'est accessible à condition de comprendre quelques principes clés et d'éviter donc deux trois pièges au passage. Donc dans cet épisode, on va explorer ensemble le fameux rendement en bourse, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, et surtout comment toi, tu peux tout simplement en profiter. On va démarrer tranquillement avec les bases pour les débutants, parce qu'il faut bien commencer quelque part, puis on montera en puissance en fait petit à petit pour parler de stratégies un peu plus avancées à la fin de ce podcast. Au passage aussi, on comparera la bourse avec d'autres placements comme la crypto, l'immobilier, histoire de voir où elle se situe, où se situe la bourse en fait dans la jungle de ces investissements. Donc je vais te donner des exemples concrets, des chiffres pour réfléchir. Je ne vais pas non plus t'assommer de mathématiques compliquées. C'est pas le but de ce podcast. Donc que tu sois complètement novice ou déjà un peu expérimenté, reste avec moi jusqu'au bout parce que tu vas voir le rendement boursier, c'est moins mystique que ça en a l'air. Et mieux encore, bien compris et bien utilisé, ça peut vraiment booster tes finances et ton patrimoine sur le long terme. Donc c'est parti, on attaque cette partie rendement en bourse. Donc c'est quoi exactement le rendement en bourse? Commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on entend par rendement en bourse? En termes simples, le rendement, c'est ton argent qui te rapporte en fait. Ça veut dire que quelle que soit la plateforme ou l'outil que tu utilises, on parle de rendement pour dire tout simplement, tu as gagné de l'argent. Donc imaginons, tu places 100 euros en bourse aujourd'hui. Si un an plus tard, ton portefeuille, au lieu de 100, il vaut 110, tu as obtenu un rendement de 10%. Euh, c'est- donc 110, 110 moins 100, ça fait 10 divisé par 100, divisé par la valeur de départ, ça fait du coup 10 sur 100, 10% sur l'année. Dit comme ça, c'est simple, et pourtant, derrière ce chiffre, il y a plusieurs composantes. En bourse, il peut y avoir deux moteurs de gain en bourse, et c'est ça souvent, déjà rien que cette subtilité, souvent on la comprend pas forcément. Déjà, il y a la hausse du prix des actions. Donc quand tu achètes une action, un ETF, etc., on parle de plus-value, c'est la fameuse plus-value. Si tu achètes une action, donc on reprend l'exemple, à 100 euros et qu'elle monte à 110, tu gagnes 10 euros par action en la revendant. Donc tu as gagné une rentabilité, une plus-value de 10%. C'est un peu comme quand la valeur de ta maison, en fait, elle augmente. Tant que tu la vends pas, c'est virtuel, mais c'est bien réel une fois que tu encaisses l'argent. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes en bourse. Et il y a un deuxième mécanisme qui est un peu moins bien compris déjà, c'est les dividendes. Beaucoup d'entreprises en fait versent une partie de leurs profits à leurs actionnaires et généralement c'est chaque année, plusieurs fois par année, des fois ça peut être par trimestre, rarement mensuellement, des fois donc ça peut être par trimestre, semestre ou annuel. Et ça c'est ce qu'on appelle les dividendes. Par exemple si tu détiens des actions d'EDF, et qu'EDF te verse 0,5, enfin 50 centimes par action sur l'année, tu vas recevoir 50 centimes pour chaque action que tu possèdes en cash
sur ton compte dédié à la bourse. Donc si l'action EDF coûtait, disons, autour de 12 euros à ce moment-là, bah, tu aurais 50 centimes, donc tu aurais environ 4% du prix de l'action, donc ça te fait un rendement sur dividende de 4%. Les investisseurs débutants, en général, ils aiment bien les dividendes parce que c'est un peu comme un loyer que te verserait l'entreprise pour te remercier de lui faire confiance. Sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre avec les dividendes, c'est que c'est détaché du prix de l'action le jour où c'est versé. Donc, si on reprend les 12 euros et les 50 centimes de dividendes, et bah, dès que la société décide de verser le dividende aux actionnaires, et bah, instantanément, le jour même, le cours va baisser du montant du dividende, plus les variations d'échange. Mais la journée commence avec 12 euros, et bah, tu vas baisser à 50 centimes. Tu vas baisser de 50 centimes, donc tu vas retomber à 11 euros 50 centimes après versement du dividende. Le rendement total de ton investissement en bourse, c'est l'addition de ces deux choses. Donc la hausse de la valeur plus les dividendes. Donc si on reprend notre exemple, tu achètes ton action à 100 euros, tu l'as revendue à 110 et en plus, tu as touché 4 euros de dividendes en cours de route. Donc ton gain en capital, du coup, il va être de 10 euros et ton dividende de 4 euros. Donc au total, tu as gagné 14 euros. Et du coup, ton rendement global est de 14 sur 100, donc ça fait 14% sur l'année. Donc c'est déjà une belle performance en bourse. Évidemment, toutes les années ne se terminent pas avec 14%, on aimerait bien, mais la réalité est un peu plus fluctuante, on va dire. Combien peut-on espérer avec la bourse? On va voir les rendements potentiels de la bourse. Maintenant qu'on a défini le rendement. Maintenant qu'on sait ce que c'est le rendement, on parle chiffres et on va voir concrètement en fait combien peut-on gagner en bourse et comment se comparer aux autres placements. Donc moi je vais être franc avec toi, le rendement en bourse c'est jamais garanti. Ça peut complètement varier d'une année à l'autre. La bourse, ça peut être complètement les montagnes russes, une année à plus 30, une année à moins 15. Mais si on regarde sur le long terme, on peut dégager des moyennes assez parlantes. Donc d'après l'historique des marchés, tout confondu, un portefeuille d'actions bien diversifié peut te rapporter autour de 7 à 10% par an en moyenne sur le long terme. Si on prend des exemples plus spécifiques comme le SP500, on peut tourner autour de 10% à peu près sur le SP500 aux États-Unis. Et il y a des études qui montrent qu'en France, sur 40 ans, donc de 1983 à 2023, le CAC 40 avec les dividendes aura rapporté environ 12% par an. Euh, donc si on réinvestit bien sûr les dividendes. Qu'est-ce que met en avant en fait cette étude? C'est que dans les années 80-90, en fait, l'inflation et les taux étaient du coup plus haut et les dividendes aussi. La Bourse de Paris, du coup, s'en est mieux sorti à ce moment-là. Et 12%, ça reste un chiffre assez flatteur pour la bourse. Mais plus récemment, au niveau même du CAC 40, si on regarde plus sur 5-10 ans, on va être aussi autour de 8 à 10%. Donc ça c'est le rendement dit annualisé. Donc c'est la même mécanique de rendement que je t'ai donné tout à l'heure, sauf que le calcul est un petit peu plus complexe puisqu'on va faire une sorte de... C'est pas une vraie moyenne, mais on va faire une sorte de moyenne sur les dernières années. Et c'est comme ça en fait qu'on mesure si une stratégie d'investissement long terme, elle est rentable ou pas. Donc c'est ce petit calcul de rendement annualisé moyen qui va te permettre de comparer différentes méthodes. Euh, voilà pour les rendements en bourse. Donc, pour mettre ces chiffres en perspective, on va comparer avec d'autres placements que tu connais sûrement. Donc, on a le livret A, c'est le chouchou des épargnants français pour l'argent liquide sans risque. Son taux est réglementé par l'État, comme tu le sais peut-être. En 2023-2024, on a eu une petite ascension puisque les taux ont monté. Le livret A a été retourné autour de 3% par an. Mais aujourd'hui, il est déjà en train de baisser à 2,4 et il est souvent extrêmement bas, entre 0,5, 1%, etc. Donc
Le livret A, c'est sûr que c'est sûr pour ton capital. Ça, c'est presque sûr, tu le perdras pas. Encore que l'État peut décider de te le prendre si potentiellement il a envie. Et le rendement, par contre, est assez faible. Souvent, tu touches à peine de quoi couvrir l'inflation. Donc tu es à peine à l'équilibre puisque, l'inflation va bouffer en fait ton épargne, sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vois toujours, je sais pas si tu as 20 000 € sur ton livret A, tous les ans tu vois bien 20 000 et puis les petits intérêts qui se rajoutent. Sauf qu'en réalité tu perds en pouvoir d'achat parce qu'avec une inflation par exemple à 6% et un livret A à 3%, bah, en fait c'est comme si tu avais perdu, 3% de pouvoir d'achat. Donc on reste quand même sur des montants qui sont pour moi pas intéressants. Pour moi, le livret A, c'est juste bon à mettre ce qu'on appelle le fonds de sécurité de côté. Donc le fonds de sécurité, c'est tes coups durs. Je sais pas, tu as une voiture à racheter, une toiture à refaire, une copro à alimenter, etc. Donc tu mets ton argent en lieu sûr sur le livret A, mais il faut pas trop mettre non plus sur le livret A. Souvent, on va parler en mois de salaire, donc 3 mois, 6 mois, 1 an pour les plus angoissés, on va dire. Mais définis bien le montant de ton livret A parce que c'est de l'argent qui est quand même voué à s'appauvrir, à s'effriter. Donc il faut pas trop mettre sur un livret A. Ensuite, on a... Pardon, je vais boire un petit peu. Ensuite, on a l'immobilier locatif. Ben, beaucoup de Français préfèrent acheter d'ailleurs un appart et le louer que la bourse, parce que c'est concret, il y a de la pierre, c'est rassurant. Et en immobilier, on parle aussi de rendement, mais de rendement locatif cette fois. Donc, c'est les loyers annuels rapportés au prix du bien. Selon les villes, le type de bien, etc., ça va tourner entre 3 et 7% par an net après charge. À cela, on peut rajouter la prise de valeur du bien immobilier. Par exemple, l'immobilier à Paris, sur ces 30 ou 40 dernières années, a connu à peu près 7% de hausse de rendement en moyenne sur le total, sur le loyer, sur le long terme, pardon. Donc c'est pas mal. Et si tu combines loyer plus plus-value, l'immobilier peut rivaliser avec la bourse, mais que sur certaines périodes. Et surtout, ça prend pas en compte ben, la demande de travail génère l'IMO. C'est-à-dire que tu dois trouver un locataire, tu dois faire des réparations, tu dois entretenir ton bien, tu dois payer des frais comme les taxes foncières, le notaire, les agences. Et surtout, c'est beaucoup moins liquide que la bourse. Tu peux pas récupérer ton cash en 48 heures si besoin, sauf éventuellement si tu es à Paris dans une zone très tendue. Mais ça reste quand même assez compliqué de vendre un bien immobilier. Ça prend quelques temps. Donc, si tu es un peu en galère d'argent, l'immobilier, c'est pas liquide. Par contre, le gros intérêt potentiellement, moi, que j'y vois, et c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier, c'est de pouvoir presque tout emprunter à la banque. Et on parle dans ces cas-là d'emprunt à 110%, c'est-à-dire que tu empruntes à la fois le montant du bien que tu achètes, mais aussi les frais de notaire, et si tu es fort, potentiellement même de quoi faire les travaux. Donc, dans ces cas-là, l'immobilier peut être très intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait entre 2016 et 2018 en achetant 6, 7, 8 biens immobiliers et en mettant très très peu de ma poche grâce à ce fameux 110%. Qui est de retour, d'ailleurs, j'en discutais récemment avec un investisseur. Apparemment, le 110% est de retour, donc affaire à suivre. Ensuite, on a les obligations d'État. Donc pour faire simple, une obligation d'État, c'est comme si tu prêtes ton argent à un État, tout simplement, contre des intérêts. Ça peut être aussi à une entreprise. Donc c'est différent que d'acheter des actions, parce que quand tu achètes une action, tu es actionnaire, alors que quand tu achètes une obligation d'entreprise, tu achètes de la dette d'entreprise. Donc c'est assez différent. C'est souvent perçu comme moins risqué que les actions, mais ça rapporte aussi beaucoup moins. Historiquement, les obligations d'État françaises ont tourné à 4-5% grand max sur le long terme. Mais ces dernières années, en fait, on était quand même beaucoup plus bas.
Il y a eu aussi une crise obligataire qui a fait perdre à peu près entre 20 et 30% de valeur aux obligations. Donc, il faut faire attention à ça, mais ça peut être une classe d'actifs intéressante à rajouter dans un portefeuille pour un aspect de diversification. Pour ma part, c'est pas du conseil d'investissement, mais pour ma part, j'en ai pas en portefeuille parce que j'ai de moins en moins, enfin, je crois de moins en moins à la capacité des États à rembourser leurs dettes. Donc, c'est pour cette raison que avant j'avais à peu près 10% d'obligations en portefeuille. Maintenant, je suis à zéro. Mais je voulais t'en parler parce que ça fait partie d'une classe d'actifs importante pour l'aspect action. Ensuite, on va voir la crypto-monnaie. On peut pas ne pas en parler tant ça fait du bruit. Donc, on a Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Solana, etc. Les crypto-monnaies ont affiché vraiment des rendements astronomiques sur les dernières années. Pour ma part, je suis sur du x8 ou 9 en quelques années. Par contre, il y a aussi des crashs vraiment violents, comme 2022 où les cryptos ont perdu à peu près 80% de leur valeur. Donc c'est le Far West au niveau volatilité. Sur le long terme, est-ce que ça battra la bourse? Aujourd'hui, je trouve que c'est difficile à dire. Le Bitcoin, pour l'instant, a eu un rendement annuel moyen qui est énorme depuis sa création, mais c'est très spéculatif et c'est encore très jeune. Donc investir dans en crypto, c'est vraiment comme monter dans un grand 8 après avoir bu 3 pintes de chouffe, quoi. Faut avoir le cœur bien accroché et accepter aussi la possibilité de pertes qui vont être potentiellement énormes sur le court terme. Donc ça a réservé aux investisseurs assez aguerris qui comprennent ce qu'ils font, avec de l'argent aussi qui sont prêts à perdre, tout simplement. Donc attention à la partie crypto, même si je ne vais pas te dire le contraire, j'en ai eu 10% et jusqu'à 40% de mon patrimoine exposé en crypto. Donc ça m'a bien boosté quand même mon patrimoine et c'est aussi des méthodes. J'ai défini ma propre méthode sur la crypto que j'ai appelée la méthode CLT, donc crypto long terme, qui surperforme légèrement le Bitcoin et qui du coup est très intéressante à mettre en place et que je mets en place aussi avec les personnes que j'accompagne au même titre que la méthode RSR dont je te parle souvent dans le podcast. Si on regarde un petit peu les différents rendements, pour résumer, donc la bourse se situe vraiment tout en haut du panier en termes de rendement potentiel sur le long terme. C'est largement devant le livret A, largement devant les obligations. Pour moi, largement devant l'immobilier, bien qu'on peut faire des bonnes opérations immobilières, mais ça demande du temps, alors que la bourse n'en demande aucun. Donc si tu rajoutes aussi la composante temps en plus de la composante rendement, faut potentiellement la bourse éclate vraiment, à mon avis, l'immobilier. Et par contre, souvent les cryptos vont amener encore aujourd'hui un potentiel de rendement qui va être encore plus intéressant. Donc pour moi, une bonne stratégie, c'est de mixer finalement un petit peu tout ça pour arriver à des stratégies qui vont te permettre d'obtenir 20 à 30% de rendement annualisé. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis que j'investis en fait en bourse, donc depuis 2010, donc ça fait 15 ans que j'investis en bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rendement élevé de la bourse, ça s'accompagne d'une contrepartie qu'on appelle la volatilité, dont on va parler un peu plus loin. Mais si je résume, en gros, rendement élevé, c'est égal à un risque plus élevé, donc des fluctuations plus élevées. Donc on n'a rien sans rien, mais on pourrait résumer à ça à no pain, no gain, quoi. C'est pour moi quand même un levier à activer, quelle que soit ta situation, quel que soit ton patrimoine, etc. Ne pas activer le levier bourse, pour moi, c'est une erreur monumentale que font beaucoup de gens et je te laisse décider si tu veux faire cette erreur ou commencer à investir en bourse tout simplement. Et donc j'espère aussi que tu investis déjà en bourse grâce à ce podcast.
On va parler ensuite du meilleur allié du nouveau rentier, ce sont les intérêts composés, ou l'effet boule de neige dont tu as déjà peut-être entendu parler. C'est un concept qui est vraiment magique, et c'est un des seuls domaines de la finance qui relève presque de la magie, c'est les effets des intérêts composés. Donc derrière ce nom un peu barbare se cache une idée très simple, c'est réinvestir tes gains pour qu'ils te rapportent aussi à leur tour. En d'autres termes, tu fais des petits avec tes intérêts et tes dividendes encore et encore, mois après mois, année après année. C'est vraiment pour ça qu'on appelle ça un effet boule de neige. Donc tu imagines une petite boule de neige en haut d'une colline bien enneigée, tu la commences à la faire rouler, elle accumule de plus en plus de neige, elle finit en énorme boule en bas de la pente. Donc en finance, c'est pareil, tu réinvestis tes bénéfices, ce qui en fait ce qui augmente ton capital et du coup génère encore plus de bénéfices année après année, etc. Donc au début, on voit souvent à peine la différence, mais au bout de quelques années comme moi, ça fait 15 ans que je fais ça, bah je peux prendre des années où je gagne 2 ou 3 fois mon ancien salaire de cadre annuel en y passant 30 minutes par mois. Donc c'est ça l'effet boule de neige. Je vais te faire quelques petits calculs pour que tu te rendes compte de ça. Et pense aussi que plus tu commences tôt avec les intérêts composés, plus tu as de chances de générer des sommes qui vont être énormes. Donc c'est toujours mieux de commencer à 18, 20, 25 ans qu'à 55. Mais il n'est pas trop tard à 55 parce qu'en général, tu as plus de capital que quand tu as 20 ans. Donc il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Ce qu'il faut, c'est s'y mettre et commencer à investir. On va voir justement des petits calculs. Donc si tu places 1000 euros à 10% par an, bah, au bout d'un an, tu as 1100 euros. 1000 euros plus les 10%, donc c'est 10% de 1000, c'est 100 euros. Donc tu as 1100 euros à la fin. Donc si tu laisses cet argent placé sans rien ajouter, au bout de la deuxième année, tu n'auras pas juste plus 100 cette fois, tu auras plus 110, puisque tu avais 1100 qu'on retravaillait à 10%. Donc cette fois, ton capital devient 1210. Et si on refait travailler ce surplus de 10 euros euh, pour la troisième année, bah, cette fois, tu vas pas gagner 100 euros ni 110 euros, tu vas gagner 121 euros. 10% de 1210. Donc ton capital, cette fois, il est de 1331. Et chaque année, en fait, ce petit bonus, il va grossir. Donc au bout de 10 ans, tu auras à peu près 2594 euros. Donc ton capital, il aura presque triplé en 10 ans sans que tu aies rajouté un centime. Donc tu peux faire, là j'ai pris l'exercice avec 1000 euros, mais si tu fais avec 10 000 euros, bah, tu transformes 10 000 en presque 26 000, et ainsi de suite, quoi. 100 000, 300 000, etc. Et au bout de 30 ans, tu fais même 17 450 euros. Donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir générer autant d'argent sans rien faire. Et je comprends pas aujourd'hui que tout le monde ne s'y mette pas. Euh, D'ailleurs, j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un qui s'appelle Élise, qui a rejoint Héloïse, pardon, qui a rejoint l'accompagnement et qui est très jeune, qui a 24 ou 25 ans et qui me disait aussi, mais je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas ça. Et je disais, ben en fait, on a chacun notre prisme de vision et du coup, bah, il y en a qui vont complètement adhérer au concept et puis il y en a qui vont rester dans ce qu'ils connaissent, dans la pierre ou qui vont pas s'intéresser à ce truc-là. Et pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est une erreur majeure, surtout si tu veux devenir aussi, toi, un nouveau rentier parce que activer la case bourse, c'est vraiment aussi très complémentaire à l'immobilier et à d'autres leviers d'enrichissement. Donc ça, c'est un exemple assez simple où en fait tu rajoutes rien, tu mets juste 1000 euros puis tu laisses tourner. Mais on va prendre un exemple aussi où tu rajoutes un peu d'argent en plus tous les mois sur tes gains et tu réinvestis donc tes gains aussi. Donc c'est là aussi que ça devient vraiment super puissant et que tu actives le côté exponentiel. Donc tu n'as pas le graphique si tu n'es pas sur YouTube, mais il y a un beau graphique qui part en exponentiel devant moi. Et du coup, il faut comprendre aussi ça. Donc supposons que tu investisses maintenant 100 euros par mois dans un portefeuille qui te rapporte à peu près cette fois 8% par an. Donc au bout de 30 ans, cette fois, en fait, en profitant des 100 euros par mois que tu investis pendant 30 ans, bah, tu aurais accumulé environ 150 000 euros sur 30 ans. Donc je sais pas, si tout le monde faisait ça en arrivant dans la vie active,
surtout que en général, on va augmenter les montants parce qu'on va gagner potentiellement en salaire, etc. Tout le monde sera à la retraite à 40 ou 50 ans, quoi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi avec la bourse, c'est que là, à l'heure où on va dans la rue pour manifester contre la retraite, etc., ce que je peux comprendre, euh, parce que pour moi, la retraite, ça reste quand même une bonne pyramide de Ponzi. Je te laisserai chercher sur Internet la définition de la pyramide de Ponzi. Et je pense que la retraite rentre dans cette définition, mais ça, c'est un autre débat. Toujours est-il que, voilà, 100 euros par mois pendant 12 mois, pendant 30 ans, ça fait 36 000 € de côté de ta poche. Et tu génères avec ça en seulement 8% par an 150 000 €. Donc tu génères plus de 110 000 € juste avec les intérêts composés. C'est ton argent qui a travaillé pour faire des petits. Et c'est ça la magie des intérêts composés. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que tu n'as pas compris ça, je pense que tu n'investiras pas en bourse. Mais une fois que tu as compris ce mécanisme, c'est vraiment là où c'est un déclic et potentiellement tu peux plus t'en passer comme moi, je fais depuis 2010. C'est d'ailleurs exactement comme ça que des investisseurs célèbres comme Warren Buffett, par exemple, se constituent des fortunes sur la durée. L'astuce, c'est d'avoir, pas forcément avoir un rendement délirant. Et c'est souvent les débutants se jettent sur du 30% par mois, mais souvent c'est des arnaques. Le but, c'est d'avoir un rendement qui est honnête, mais pendant longtemps, et de laisser tourner la machine en fait. Warren Buffett, il serait pas l'un des hommes les plus riches du monde s'il n'avait pas investi depuis qu'il a 11 ans et réinvesti sans cesse ses gains sur plus de 70 ans. Donc le temps est vraiment ton allié. Plus tu commences tôt, plus mieux c'est. Mais rassure-toi, c'est jamais trop tard. Même si tu débutes à 30, 40, 50 ans, tu profiteras quand même des effets composés, des intérêts composés sur la décennie à venir et celle d'après potentiellement. Donc le maître mot, c'est vraiment patience, discipline, réinvestir plutôt que de tout dépenser tout de suite. Verser ces fameux 100 € dès que tu touches ta paye, comme ça tu es sûr de pas. Parce qu'en général, si on fait pas ça, bah, on utilise tout l'argent qu'on a sur notre compte. Donc faites un virement automatique de 100 € et t'investis ces 100 € tous les mois et tu me remercieras dans 10 ou 20 ans de l'avoir fait et de l'avoir mis en place. Et quand un jour, bah, tu voudras profiter de tes rentes pour vivre, bah, tu pourras le faire si tu as envie, parce que ton effet boule de neige, elle aura fait que grossir, et plus tu attendras, plus ça sera confortable pour en vivre comme moi. En parlant de discipline, je t'ai glissé aussi un mot sur la volatilité. C'est un peu la contrepartie du rendement. Donc c'est parti, on va mettre aussi le nez dans la rentabilité. Donc les montagnes russes dont on parle souvent en bourse, c'est faut vraiment comprendre cet aspect volatilité. Donc investir en bourse, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est même souvent un petit tour de grand 8 émotionnel. Donc autant le savoir dès le départ, la valeur de ton portefeuille, elle va monter, elle va descendre, parfois assez violemment, comme en ce début d'année 2025, et c'est ce qu'on appelle la volatilité. Cette volatilité, c'est un peu le prix à payer pour obtenir des beaux rendements sur le long terme. L'erreur classique du débutant, c'est de paniquer au premier gros creux, de s'emballer à la première flambée. Et crois-moi, je suis passé par là aussi. Moi, quand j'ai débuté, j'ai investi une somme qui était modeste sur quelques actions. Donc à l'époque, j'avais 2 000 € sur un livret A que j'ai pris et que j'ai commencé à investir sur des actions. Et je me suis dit, bah, dans 5 ans, je suis millionnaire. Bon, la réalité, c'est que j'avais 2 000 €. Donc pour transformer 2 000 € en 1 million en 5 ans, il fallait quand même être assez balèze en bourse. Euh, et en plus de ça, la réalité m'a rattrapé parce que quelques semaines plus tard, bah, je sais plus sur quelle mauvaise nouvelle il y a eu, mais mes actions avaient perdu déjà 15%. Donc ce jour-là, j'ai assez mal dormi. J'avais l'impression d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres. En fait, j'avais juste vécu ma première correction boursière. Les marchés fluctuent, c'est normal. Le danger, c'est de réagir sous le coup de l'émotion. Beaucoup de gens pris de panique vendent tout en perte en fait pendant un crash, puis regrettent parce qu'après ça remonte. Donc il faut à tout prix éviter de tomber dans ce piège-là. Si tu regardes notamment ce qui s'est passé en février-mars 2020 avec la crise du Covid, la bourse elle a chuté d'environ 30% en quelques jours. Et là, c'était la panique générale. On parlait de la fin du monde économique.
Et en fait, quelques mois plus tard, le marché repartait en flèche et faisait des nouveaux plus hauts. Ceux qui ont vendu en bas, ils ont cristallisé leurs pertes. Et ceux qui ont tenu bon et qui ont même potentiellement même racheté des actions bradées au pire moment, ils ont profité du rebond historique qui a suivi ce scénario de crise de 2020. Et 2020, c'est un exemple parmi d'autres. Ce scénario, il s'est répété plein de fois dans l'histoire. Il y a eu le crash en 1987, la bulle Internet dans les années 2000, la crise financière en 2008, la crise de l'inflation plus récemment en 2022. Et à chaque fois, la bourse, elle a fini par se relever à atteindre des nouveaux sommets quelques années plus tard. Donc la leçon à retenir, c'est qu'à long terme, le marché a toujours tendance à s'apprécier malgré toutes les secousses que tu peux prendre en chemin. Ça ne veut pas dire que chaque entreprise s'en remet. Il y a certaines boîtes qui font faillite. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de diversifier, de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc tu as déjà entendu ce proverbe sûrement. Si tu n'as qu'une action en portefeuille et qu'elle coule, tu peux regarder sur internet Wirecard, Lehman Brothers ou plus récemment Orpea qui a même changé de nom pour essayer de s'en remettre. Tu perds tout en fait. Et c'est là que ça devient dangereux. Par contre, si tu as 20, 30 actions différentes dans divers secteurs ou un bon ETF bien diversifié, c'est quasiment impossible que tout retombe à zéro en même temps parce qu'il faudrait que toutes ces boîtes-là fassent faillite le même jour en même temps. Donc la diversification, c'est quand même la bouée de sauvetage contre les mauvaises surprises. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc comment apprivoiser la volatilité? On va voir quelques conseils que j'aurais adoré vraiment qu'on me donne quand j'ai commencé. Donc déjà, le conseil numéro un, c'est d'investir sur le long terme toujours. En bourse, le temps calme les vagues. Plus ton horizon de temps est long, plus tu lisses les risques de perte. Sur un an, tu peux très bien être en négatif, mais sur 10 ou 15 ans, les chances d'être perdant, ça devient vraiment très très faible si tu es bien diversifié, car les marchés ont toujours fini par remonter. Deuxième conseil, ne surveille pas ton portefeuille toutes les 5 minutes. Sérieusement, c'est vraiment le meilleur moyen de te faire des sueurs froides inutiles. Regarder la bourse fluctuer en continu, c'est s'infliger du stress vraiment pour rien. Une fois que tes investissements sont placés, tu prends du recul, tu vérifies une fois par mois, voire une fois par trimestre. C'est largement suffisant pour un investissement long terme. Donc, en gros, t'ouvres pas ton appli de courtage à chaque fois que tu entends BFM annoncer que la bourse décroche et que c'est la fin du monde. Tu respires, tu bois une tisane et tu vas faire du footing et ça ira mieux. Troisième conseil, planifie à l'avance et reste discipliné. Décide d'une stratégie. Par exemple, j'investis 300 euros par mois dans un ETF qui suit le monde entier, qui s'appelle le MSCI World, et tu t'y tiens. Si le marché baisse, considère que c'est les soldes et que tu achètes à un prix réduit au lieu de t'enfuir. Et si le marché remonte beaucoup, évite de succomber à l'inverse au FOMO en prenant des risques démesurés sur des actions à la mode qui sont déjà bien surévaluées, comme pouvait l'être par exemple Nvidia ou Tesla récemment. Faut rester calme, faut rester méthodique. La bourse, ça récompense la constance bien plus que le génie ponctuel intellectuel. Et c'est pour ça que je sors mon épingle du jeu. Je pense c'est que j'ai toujours été très constant tous les mois. J'ai toujours investi le même montant. Je me suis pas pris la tête. J'ai suivi ma stratégie. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de gagner des dizaines de milliers d'euros. Un dernier mot sur la volatilité. Il faut pas oublier que le risque, ça existe partout, même quand tu n'investis pas. Beaucoup de gens me disent la bourse c'est risqué, je préfère rien faire. Sauf que rien faire, c'est laisser ton argent dormir et c'est aussi risqué finalement. L'ennemi silencieux de la bourse, c'est l'inflation. Donc si ton... Enfin, pas de la bourse, mais l'ennemi silencieux de ton portefeuille, plutôt, c'est l'inflation. Si ton argent est sous le matelas et perd 3% de pouvoir d'achat par an à cause de l'inflation, au bout de 10 ans, tu as perdu presque 30% de pouvoir d'achat. T'imagines? C'est ça le vrai risque que prend aujourd'hui la majorité des Français à ne pas investir. Donc oui, la bourse, ça peut faire peur, il y a des montagnes russes, mais sur le long terme, ça te protège justement de cette inflation et ça fait fructifier ton capital. Alors que le cash, lui, il fond lentement comme un petit glaçon que tu as mis au soleil. Donc il faut juste accepter ces hauts, ces bas,
Pas confondre la volatilité et la perte définitive de ton patrimoine. Tant que tu ne vends pas en bas, tu n'as pas perdu. Donc laisse le temps vraiment agir en ta faveur. Ensuite, on va voir pour les plus avancés comment booster son rendement en bourse. Donc à ce stade, on a vu les bases, on a vu ce qu'est le rendement, à quoi s'attendre en moyenne, l'importance des intérêts composés, comment gérer la volatilité et les fluctuations. Donc si tu appliques déjà tout ça, tu es bien parti pour faire fructifier ton épargne vraiment de manière intelligente. Mais peut-être que tu te demandes encore s'il y a des moyens d'aller un peu plus loin dans le rendement que la moyenne du marché sans pour autant jouer au casino. Donc autrement dit, est-ce qu'on peut doper son rendement boursier de manière raisonnable? La réponse est oui, mais avec prudence et méthode. Donc il y a quelques pistes qu'un investisseur plus expérimenté peut tenter d'exploiter, mais je te conseille vraiment pas ça si tu es débutant. Ça va être de choisir judicieusement tes actions. Donc plutôt que de prendre tout le marché via un ETF par exemple, on peut tenter de sélectionner les entreprises qui feront mieux que les autres. Donc ça s'appelle le stock picking. Par exemple, cibler des sociétés solides qui versent des dividendes croissants chaque année. Donc c'est les fameux dividendes aristocrates. On t'en parle beaucoup sur Internet. Il y a des boîtes qui historiques comme Total Energy ou AXA qui sont connues pour leurs bons dividendes. Ces actions versent par exemple 5% par an, j'en sais rien, et augmentent ce dividende régulièrement. Donc si tu investis tout, ton rendement cumulé devient plus intéressant sur la durée. Euh, donc ça va être une fameuse stratégie du stock picking qui est beaucoup mis en avant sur Internet. Il y en a d'autres qui vont plutôt chasser des actions de croissance comme la tech, comme Apple, Microsoft, tout ce qui est GAFAM, etc. Peu importe qu'ils versent des dividendes ou pas, parce qu'ils savent que potentiellement ça peut rapporter encore plus sur le long terme. À chacun sa stratégie. L'important, c'est de faire vraiment tes devoirs si tu rentres là-dedans. C'est de bien analyser les sociétés, bien comprendre les secteurs et pas foncer tête baissée dans le conseil boursier du cousin qui a entendu parler d'une startup miracle. Euh, Moi, en tant qu'investisseur long terme depuis 15 ans, je ne te recommande absolument pas ces méthodes parce que la plupart des particuliers font au final moins bien que le marché. Mais je voulais t'en parler parce que bah, c'est important que tu comprennes ce que c'est et comment ça fonctionne. Deuxième point pour booster votre rendement en bourse, ça va être de pas forcément mettre tout en bourse en fait. Un portefeuille bien équilibré, ça peut comporter par exemple une majorité d'actions pour la performance, mais aussi par exemple un peu d'obligations. Pourquoi pas un peu de crypto, pourquoi pas des matières premières comme l'or. Euh, et l'idée, en fait, c'est que certaines années, c'est la bourse qui va cartonner pendant que les obligations stagnent ou baissent. D'autres années, ça va être la bourse qui patauge, mais l'or qui monte en flèche ou la crypto qui soutient, etc. Donc sur le long terme, une diversification astucieuse comme ça peut améliorer le couple rendement-risque de ton patrimoine global. Euh, En clair, maximiser le rendement pour un risque donné, c'est vraiment le but. Les investisseurs professionnels utilisent d'ailleurs des allocations d'actifs diversifiés, comme je viens de te montrer, pour y parvenir. Donc toi aussi, tu peux vraiment le faire à ton échelle. C'est assez simple, hein. Tu peux utiliser un ETF qui va suivre le cours de l'or, un ETF qui va concentrer toutes les obligations d'État françaises ou américaines ou européennes, par exemple, et un ETF qui suit toutes les actions du monde entier. Donc en fait, tu as trois lignes, mais tu es diversifié sur trois classes d'actifs. Tu peux aussi utiliser un ETF qui va suivre, par exemple, la crypto. Aujourd'hui, il y a des ETF assez simples à trouver qui suivent la crypto. Donc tout ça, ça va te permettre vraiment, aller en quatre lignes, tu as quatre classes d'actifs et tu es entièrement diversifié. Ça va te permettre aussi potentiellement de booster le rendement ou en tout cas de limiter surtout les pertes, donc ce qu'on appelle le drawdown. Mais ça, je reviendrai sur le drawdown peut-être dans une autre vidéo parce que celle-là, elle va durer 3 heures sinon. Enfin, l'idée, c'est peut-être d'adapter sa stratégie au cycle du marché. Donc là, on entre vraiment dans du plus technique. Euh, Certains investisseurs essayent d'optimiser en fait le timing de leurs investissements en fonction de l'état de l'économie ou de l'état du marché. Euh, Par exemple, réduire un peu la voilure
sur les actions quand tout est très cher et que la bulle menace, ou au contraire, remettre du cash après un crash quand les actions sont plus en solde. Donc ça, c'est typiquement des choses que Warren Buffett va mettre en place. On n'est pas en train de dire de jouer les apprentis sorciers à faire du trading frénétique toutes les semaines. Personne n'a de boule de cristal, mais l'idée c'est plutôt de faire des ajustements qui vont être simples et réfléchis. Un exemple concret, par exemple, sur la base de certains indicateurs économiques, donc les taux d'intérêt, l'inflation, la croissance, etc., tu peux déterminer si on est en haut de cycle ou en bas de cycle et augmenter ou diminuer un petit peu la part d'action en conséquence chaque mois ou chaque année plutôt, puisque les cycles en bourse, on parle de 5 à 8 ans, donc une année, ça va suffire euh, pour ajuster tout ça. Donc c'est un petit peu un petit coup de pouce en fait méthodologique, mais si c'est bien fait, ça peut apporter un rendement sur le long terme qui va être plus intéressant en évitant aussi les grosses crises financières. Dit comme ça peut paraître vraiment complètement ésotérique, mais rassure-toi, il y a des méthodes accessibles pour le faire sans y passer tout ton temps, et j'y reviens d'ailleurs un peu plus tard. C'est comme ça en fait que fonctionne la méthode RSA. Donc je t'expliquerai aussi comment ça peut marcher pour toi. En gros, faut retenir qu'il y a des stratégies plus avancées pour améliorer son rendement, mais qu'elles demandent aussi plus de connaissances et beaucoup plus de discipline. L'important, en fait, c'est de pas brûler les étapes. Vaut mieux commencer d'abord avec les bases, donc diversification, long terme, ETF, avant de chercher à faire le malin en mode loup de Wall Street. Et crois-moi, la bourse saura te rappeler à l'ordre si tu fais le débutant qui va faire du stock picking, par exemple. Donc un investisseur avisé, c'est aussi quelqu'un qui apprend en continu, qui reste humble. Le marché, au final, il a toujours raison. Donc il faut s'équiper des bons outils, des bonnes méthodes pour progresser. Ce podcast et d'autres ressources sont là vraiment pour ça. Aujourd'hui, tu as plus de 140 épisodes sur la bourse. Tu peux les écouter depuis 2020. Tu as aussi des investisseurs immobiliers qui sont passés, qui te racontent tout ça. Donc ça te permet vraiment gratuitement déjà de te faire une bonne idée de tout ce fonctionnement-là et comment ça peut marcher aussi pour toi. Moi, forcément, j'ai une méthode favorite à te suggérer si tu veux passer au niveau supérieur et je vais t'en parler aussi. Donc voilà pour le tour d'horizon dynamique du rendement en bourse. J'espère que ça t'a éclairé sur ce qui est réellement le rendement, d'où viennent les gains en bourse et comment on peut faire fructifier au maximum tout en gardant la tête froide pendant les phases un petit peu plus compliquées. En résumé, la bourse peut offrir vraiment des rendements excellents sur le long terme grâce aux dividendes, mais aussi à la croissance des entreprises, et surtout grâce à ça. Et surtout, en plus, si on réinvestit patiemment ces gains et qu'on met aussi un petit peu d'épargne de côté tous les mois pour la bourse. Ça surpasse vraiment, comme tu l'as vu, les autres placements, mais il faut juste accepter les variations en cours de route et investir avec méthode. C'est un peu en fait comme une aventure. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le jeu en vaut la chandelle. Si tu arrives à tenir, c'est pas un sprint en fait, c'est vraiment un marathon de plusieurs années. Donc il faut réussir à tenir vraiment la distance. Si cet épisode t'a plu, t'as été utile, bah, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir réussir à faire grossir notamment le podcast et la chaîne YouTube. Donc tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube, tu peux t'abonner sur le podcast, tu peux mettre 5 étoiles. Que tu sois sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Ça fait toujours plaisir en fait, parce que c'est le seul moyen que j'ai d'être remercié finalement de tout ce contenu que je fais gratuitement. Donc si tu peux prendre 10 secondes pour mettre un 5 étoiles, ça peut tout changer sur la visibilité du podcast. Si tu veux aussi aller plus loin, bah forcément, tu as la méthode RSR. C'est la méthode que j'enseigne à toutes les personnes qui rejoignent l'accompagnement. C'est une méthode qui a plus de 20% de rendement annuel sur les 25 dernières années. Donc, c'est une méthode qui a été calculée depuis janvier 2000 et du coup qui apporte en moyenne 20% de rendement annuel. Donc maintenant tu sais ce que c'est un rendement. Donc là on dépasse, comme tu le vois, la plupart des rendements qu'on peut atteindre parce que justement il y a cette notion de timing, de cycle de marché qui vont nous permettre en fait de profiter des phases haussières du marché
et d'être plus en retrait pendant les phases où le marché est plus capricieux comme en ce début 2025. Cette méthode, elle prend 30 minutes par mois grand maximum. C'est une stratégie d'investissement long terme qui est basée vraiment sur les cycles de marché. C'est une méthode qui est vraiment simple, qui est facile à utiliser et qui te prendra, comme je te disais, 30 minutes par mois grand maximum. Donc si tu veux aller voir cette méthode, la découvrir, tu peux aller sur le site méthodersr.com. Tu as aussi un lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Ça te permettra d'accéder au site méthodersr.com et aussi à une formation complémentaire, même s'il y a déjà eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Il y a une autre formation qui est entièrement offerte, qui t'expliquera aussi mon approche de la bourse, comment faire pour investir en bourse dans le détail, etc. Donc on ira beaucoup plus loin sur chacune des notions fondamentales de la bourse. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour que toi, tu puisses apprendre beaucoup de choses et devenir complètement autonome et apprendre à gérer ton propre patrimoine, puisque c'est le but au final. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça aujourd'hui. J'espère que toi aussi, tu as pu apprendre beaucoup de choses. Tu ressortes cet épisode avec des idées, de la motivation pour booster tes investissements. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Nouveaux Rentiers. D'ici là, porte-toi bien, bons investissements et oublie pas, ton avenir financier, c'est toi qui le construis euro par euro. Allez, à plus. Ciao, ciao, ciao.